matin, nous avons ouvert cette troisième édition de la Journée de la Santé avec une conférence sur les bienfaits de la marche. Mais que faire lorsqu'on souffre d'arthrose, lorsqu'on ne peut plus marcher, monter, descendre des escaliers, qu'on a épuisé tous les traitements médicamenteux, qu'on a essayé les séances de kiné, les cures thermales, les séances d'infiltration, et que la gêne devient trop invalidante? Il faut alors envisager l'opération et une pose de prothèse qui va remplacer l'articulation défaillante rongée par l'arthrose. Depuis quelques années, des innovations majeures ont fait leur apparition avec des perspectives plutôt intéressantes, dont la chirurgie robotisée, qui est presque devenue une routine pour vous, Rémi Philippot, chirurgien orthopédiste traumatologue, chef du service de chirurgie orthopédique traumatologie au CHU de Saint-Étienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre innovation proposée, la pose de prothèses sur mesure, une technique développée par Tanguy Mouton, chirurgien orthopédiste à la clinique mutualiste de Saint-Étienne. Merci à vous d'être là ce samedi matin. Alors nous allons voir avec vous deux si, grâce à ces nouvelles technologies, nous allons pouvoir retrouver les articulations de nos 20 ans. Enfin, on espère. Alors, Tanguy Mouton, on va être optimiste. Tanguy Mouton, vous implantez depuis octobre 2022 des prothèses de genoux personnalisées. Ce sont plus de 450 patients que vous avez opérés avec ce dispositif. Alors déjà, quelle est la différence avec une prothèse classique ? Oui, alors, je vais voir si je peux défiler. Donc, le principe d'une pose de prothèse, c'est de positionner un implant le mieux possible dans le genou du patient. On peut avoir recours soit à un implant standard, soit à un implant dit personnalisé. Donc l'implant personnalisé, c'est un implant qui va être conçu pour chaque patient à partir d'un scanner pour épouser le mieux possible l'anatomie du genou du patient. Est-ce qu'il y a des types de genoux qui sont plus propices à accueillir ce dispositif que d'autres ? Alors c'est une prothèse de genou dite de première intention, c'est-à-dire qu'elle se destine à des gens qui souffrent d'une arthrose évoluée et invalidante, sur des genoux qui peuvent avoir déjà été opérés de ligaments, d'ostéotomie, pas de prothèse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà eu une prothèse partielle par exemple. Et dans l'ensemble, je le réserve à des genoux qui présentent une déformation, on va dire, pas trop sévère, c'est-à-dire des genoux à qui on peut mettre une prothèse standard. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce dispositif ? Alors, quand on pose une prothèse de genou, c'est toujours une affaire de compromis, de dimensionnement de la prothèse, du réglage, du positionnement. Le robot est un outil qui permet de gérer ces compromis. Le sur-mesure, c'est une forme de compromis, mais on a un implant qui va vraiment chercher à épouser vraiment l'anatomie du patient. D'accord. C'est ça qui m'a séduit. Et cet implant a la particularité donc d'être livré avec un kit. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que ce kit. Alors simplement, il est conçu à partir d'un scanner. Donc on programme un scanner avant l'intervention. Il est envoyé chez le fabricant qui va faire une modélisation en 3 dimensions du genou, me proposer un modèle de programmation de positionnement. Je le valide ou je demande une correction. Une fois qu'il est validé, c'est envoyé en fabrication. Et donc on reçoit un kit qu'on peut voir là. Donc c'est une instrumentation à usage unique, propre à chaque patient, avec des guides qui se positionnent sur l'os. Ces guides ne sont pas une nouveauté, ça existe depuis une bonne quinzaine d'années. Mais ce qui va un peu plus loin, c'est l'implant. C'est-à-dire qu'on a un implant unique, adapté au patient. Et donc moi, c'est vrai que ça me simplifie beaucoup l'intervention, à la fois par la simplicité du matériel, son utilisation, et d'avoir pour chaque patient l'implant dédié. Quels sont les bénéfices que vous avez observés ? Parce que pour l'instant, vous êtes le seul à la clinique à pratiquer cette opération, donc c'est vous qui avez observé les bénéfices. Alors, moi, c'est vrai que pour le patient, il y a moins de saignement, parce que pour une prothèse classique, on va utiliser des guides. Normalement, on passe des guides dans les os du tibia et du fémur, qui sont source de saignement. Là, on ne perfore pas l'os, donc on a simplement les coupes osseuses. On a une prothèse qui va vraiment chercher à épouser le contour du patient.
Là, je vous ai montré deux exemples où on voit que c'est deux genoux différents et on a vraiment un contour prothétique qui va chercher à épouser au maximum la région du fémur du patient pour vraiment être au plus proche de son anatomie. Donc moi, c'est vrai que, alors on a un suivi de score, on a quelques scores, on récupère des données patients grâce à une application. Mais j'ai globalement des retours de patients qui ont moins de sensation de corps étranger dans le genou, ce qui est souvent quelque chose qui revient avec une prothèse de genou, et des récupérations qui semblent un peu plus rapides en termes de mobilité, de marche, de flexion, ce qui me semble cohérent avec le concept de la prothèse dite sur mesure. Et en séjour d'hospitalisation, c'est toujours pareil? On est sur une moyenne de 3 jours de durée d'hospitalisation. Très bien. Alors vous, Rémi Philippot, depuis novembre 2019, le robot Mako fait partie de votre équipe chirurgicale. Il a remis sur jambe avec vous environ 2000 patients. Donc il faut préciser que le robot n'opère pas tout seul, que vous êtes au bloc avec lui. Alors comment ça se passe? Alors comme a dit Tanguy, c'est vrai que la prothèse de genou, c'est une histoire de compromis. Il faut savoir imposer une prothèse dans les meilleures conditions. Et donc, nous, il y a une démarche qui est un peu similaire, mais l'objectif surtout, c'est de positionner le mieux possible la prothèse. L'objectif de Tanguy, c'est de poser la meilleure prothèse. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment deux choses totalement, c'est deux visions un peu différentes. Il y a le même procédé, de toute manière. On est obligé de faire une acquisition scanner préopératoire. Alors, moi, j'ai préparé une présentation, mais qui était un petit peu trop longue. On fait un scanner préopératoire et ensuite, ça nous permet d'avoir une modélisation du genou. Et là-dessus, on va implanter la prothèse. L'objectif de la robotisation, c'est d'implanter la prothèse du mieux possible, en intégrant quelque chose qui nous semble fondamental, qui est l'équilibrage ligamentaire. C'est-à-dire que dans un genou, il y a de l'os, mais il y a aussi énormément de structures ligamentaires qui doivent être bien équilibrées, tant en extension, en flexion, etc. Parce que c'est ces structures ligamentaires qui vont ensuite gage de récupération pour la flexion, pour la stabilité du genou et tout ça. Et si vous voulez, pendant l'intervention, on refait une acquisition avec un scanner surfacique péropératoire. Et l'ensemble des gestes ensuite et de l'équilibrage va être dirigé par une caméra qui est positionnée en salle opératoire, qui en permanence donne un retour et intègre les données. Et une fois que l'on a décidé du meilleur positionnement de la prothèse, eh bien à ce moment-là, les coupes osseuses sont réalisées par le robot avec une précision qui est de l'ordre de 0,2 ou 0,3 mm. C'est-à-dire bien au-delà de ce qu'on peut avoir en termes de technique manuelle. Donc, si vous voulez, il faut voir que c'est des visions un peu différentes. L'objectif, c'est de positionner du mieux possible en étant le moins agressif possible. D'accord ? Alors, l'intérêt, il est pour les genoux de première intention, comme l'a dit Tanguy. L'ouverture que ça nous donne, c'est que nous, on a publié dans la littérature internationale des grosses séries de notre équipe sur des très grosses déformations avec le robot. Parce que justement, cela nous permet d'intégrer les distensions ligamentaires et durant l'intervention de bien les équilibrer. Et ça nous permet, on a réussi à montrer que ça nous permet d'utiliser des implants standards pour de très grosses déformations. Des gens qui ont des énormes déformations liées à des malformations de naissance ou alors à des usures très avancées. Je vous montre... Alors, je ne sais pas si les vidéos, elles passent. Je voulais vous montrer en fait le positionnement automatique du robot, c'est-à-dire que le chirurgien, vous voyez sur cette photo, le chirurgien tient le robot, il active, mais en réalité, le robot va circuler avec des zones de sécurité. Cela permet d'éviter justement de déborder. Hein. Il y a ce que l'on appelle un retour haptique, c'est-à-dire que le bras robotisé est guidé, mais il y a des limites de sécurité.
Vous voyez, on arrive à avoir des résultats à 45 jours et sans courbe d'apprentissage, parce que le patient que vous voyez, c'est le premier robot que j'ai fait en 2019. Donc il n'y a pas de courbe d'apprentissage parce que le robot, il fonctionne tout seul. Donc on a attaqué, moi j'ai attaqué un petit peu avant Tanguy, c'est pour ça qu'on a plus, de cas. Et puis dans le service, on est plusieurs à utiliser cette technologie. Oui. Donc voilà. Mais nous, on a un suivi qui est un peu plus universitaire, ce qui est normal aussi. On a plus le temps, je vais dire. Et puis c'est un peu la vocation du CHU de publier sur ses résultats, sur les avancées. Donc on a des études très très précises sur nos résultats. Et en gros, il y a moins de saignements. Voilà, moins de saignements. 2 fois moins de saignements. Pour la même raison que Tanguy d'ailleurs. Hein. C'est que dans nos 2 techniques, il n'y a pas de trépanation de l'os, on n'utilise pas de visée centromédullaire, et donc du coup, on réduit le saignement, de facto. Donc ça c'est important. C'est très important. On a des retours cliniques, si vous voulez, on a 4 fois moins de mobilisation sous anesthésie générale. Une des complications de la prothèse de genou, c'est justement le gain de flexion, et on a souvent des patients, avant, qui n'arrivaient pas à plier. Eh bien, il y en avait, en gros, dans toutes les séries, c'est 5% des patients que l'on est obligé de reprendre au bout d'un mois et demi, de les faire plier sous anesthésie générale. Avec les chirurgies robotisées, on est passé en dessous de 1%. Donc là, il y a un véritable gain, si vous voulez. Et vous, Tanguy Mouton ? Ouais, je suis sur les 450, j'ai dû mobiliser 5 patients. D'accord. Donc on est sur du 1% ici. Ouais. Okay. Sur des genoux raides préopératoires, surtout. Hein. Un genou qui plie bien en préopératoire, en général, plie bien en post-opératoire. Et à l'inverse, un patient raide en préopératoire, il a plus de risque d'avoir besoin d'une mobilisation. Si vous voulez, toutes ces techniques, ça permet justement, on a tous le même objectif. C'est vraiment d'être le moins agressif possible, de poser le mieux possible la prothèse, de mettre la prothèse la plus adaptée, comme dit Tanguy. Et vraiment, on a réussi, quelles que soient les techniques, toutes elles tirent dans le même sens, on a réussi à optimiser les résultats. Et les résultats des prothèses de genoux, actuellement, sont complètement différents de ceux qu'on avait il y a 20 ans. Et tant mieux, je dirais, parce que le nombre de prothèses de genoux posées sur le territoire français est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on mettait quasiment autant de prothèses de hanche que de genoux. Actuellement, on a basculé et on met plus de prothèses de genoux. D'accord ? Et de plus en plus, on va mettre des prothèses de genoux. Et par rapport à il y a 20 ans, alors un patient mettait combien de temps à récupérer par rapport à aujourd'hui ? On l'a vu avec Tanguy, parce que... On a des gens qui, à 1 mois, sont capables de marcher sans canne. On n'a presque pas l'impression qu'ils ont été opérés. Puis certains patients vont mettre 1 année à se remettre. C'est extrêmement variable. Mais moi, j'ai quand même la sensation qu'avec les nouvelles technologies... Alors, moi, je n'ai pas l'expérience du robot. Mais en tout cas, moi, j'ai clairement plus de patients demandeurs du 2e genou plus rapidement. C'est un truc que j'ai remarqué. Des gens qui, à 3 mois de leur rendez-vous des 3 mois, demandaient déjà de programmer le 2e genou, chose que moi, je ne connaissais pas. Alors nous, c'est un peu différent parce qu'avec le robot, on fait des bilatéraux. C'est-à-dire qu'on fait les 2 prothèses le même jour. D'accord. Oui, de plus en plus. Non ? Alors, c'est pas nouveau, parce que ça se fait sur le territoire. Il y a certaines équipes qui le font. Nous, on a commencé à faire ça depuis 1 an, avec des résultats qui sont bons. Et parce qu'il y a des indications où les patients qui ont des grosses déformations, si on corrige qu'un genou, on sait très bien que derrière, ils n'iront pas bien parce que l'autre genou sera très déformé, ils ne pourront pas bien récupérer. Donc du coup, on fait les 2 genoux le même jour. Ça nous permet de corriger l'axe et d'avoir 2 genoux parfaitement alignés en même temps. C'est plus dur pour la rééducation. On le propose que pour des patients qui sont en bonne santé, qui sont capables d'accéder à ce type de chirurgie. Mais c'est quelque chose qu'on fait quasiment toutes les semaines actuellement. D'accord. Oui. Donc au niveau des bénéfices, donc on récupère plus vite, moins de saignement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage que vous avez observé ? Alors, nous, on a fait des études sur la réponse inflammatoire aussi, parce que la prothèse de genou, c'est une agression chirurgicale, c'est une chirurgie lourde. Il faut pas réduire le geste en disant maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait banal. Non, ça reste une intervention lourde qui nécessite un bilan préopératoire, cardiaque, etc. C'est important de ne pas négliger tout ça. Mais la réponse inflammatoire après les chirurgies robotisées, on a montré que la réponse inflammatoire était 2 fois inférieure à une réponse inflammatoire avec une prothèse classique.
on fait des incisions qui sont beaucoup plus petites, on ne fait plus de décollement, on ne décolle plus les ligaments, et donc tout ça fait qu'on est moins agressif. On tend tous à vouloir être le moins agressif possible lorsqu'on met une prothèse. Pour la hanche, c'est pareil, pour le genou, pour l'épaule. C'est vraiment l'objectif, d'être le moins agressif. C'est ce qui permettra de réduire les durées de séjour, c'est ce qui permet de réduire l'agression et la réponse inflammatoire, c'est ce qui permet d'avoir de meilleures mobilités post-opératoires et de récupérer rapidement. Après, il faut mettre un petit bémol sur les durées de séjour. Je pense que Tanguy sera d'accord avec moi. Les durées de séjour, les patients, les gens souvent nous disent oui, la durée de séjour. Les durées de séjour ne sont pas inhérentes et ne dépendent pas trop de nous en réalité. Dépendent d'eux. Les durées de séjour, non. Parce que la majorité des patients souhaitent aller dans des centres de rééducation, etc. Et les durées de séjour dépendent de l'accueil possible ou non dans les centres de rééducation. Voilà, donc on a des patients qui partent parfois le lendemain de la chirurgie, et il y en a qui partent une semaine après parce qu'il n'y avait pas de place, parce que les centres sont saturés. Donc c'est pour ça que pour le bassin stéphanois, ce n'est pas forcément un bon indicateur. C'est sûr que ce n'est pas, généralement pas pour des raisons médicales qui vont rester plus ou moins longtemps. Donc, je reviens juste sur l'histoire de la balance ligamentaire et de l'agression tissulaire. Sur mesure, c'est une autre approche. Mais alors, on n'a pas le retour du bras robotisé, de l'acquisition des points liés à la navigation, mais l'implant va être vraiment dessiné sur le contour du genou du patient. Donc on va... alors, je me préoccupe de la balance ligamentaire, je teste l'équilibrage de genou. On a une possibilité de faire des retouches en péropératoire si on n'est pas parfaitement ajusté. Mais le réglage se fait dans la prothèse en fait. Donc c'est vraiment une autre. On regarde un tuyau, mais de chacun d'un côté, quoi. D'accord. Et donc avec ce robot, donc vous avez dit 2 mots, vous faites aussi avancer la recherche. Donc expliquez-nous un peu pourquoi. Alors on fait avancer la recherche pour multiples raisons. C'est qu'en réalité, ce robot nous a poussé à vraiment mieux étudier tous nos résultats. Donc on fait un suivi totalement prospectif de tous les patients. Un suivi prospectif, ça veut dire que dès qu'on opère un patient, on le rentre dans la base de données, on étudie les résultats, on essaye de voir s'il a évolué comme on le souhaitait ou pas. Et si vous voulez, on a pour chaque patient des centaines de données. On a plus de 2000 patients. Et on travaille beaucoup justement avec, maintenant c'est très à la mode, c'est l'intelligence artificielle. On essaye de définir quels sont les marqueurs, les biomarqueurs prédictifs du bon, du mauvais résultat, et en réalité, pour in fine arriver à avoir un patient et à dire voilà, ce patient, il lui faut la prothèse posée comme ceci, comme cela, il faut régler l'équilibrage ligamentaire comme cela, comme cela. C'est ça qui nous donnera le meilleur résultat. La prothèse idéale. La prothèse idéale. Alors, la prothèse posée de manière idéale. C'est différent. Mais si vous voulez, l'intelligence artificielle, ça marche quand on a des big data, quand on a beaucoup de données, qu'on fait tourner la moulinette et qu'au final on sort des facteurs prédictifs de bons, de mauvais résultats, etc. Donc ça c'est le premier point. Le robot aussi, ça participe à l'enseignement. La chirurgie, c'est un compagnonnage. On est là pour apprendre à des jeunes qui ensuite vont aller s'installer, etc. Et donc c'est un vrai compagnonnage parce que on démembre l'ensemble de nos gestes. Et donc ça permet de transmettre et d'expliquer exactement l'ensemble des étapes. La chirurgie, lorsqu'elle n'est pas robotisée, en fait le chirurgien, il est un peu dans son truc, il avance, il fait les gestes les uns après les autres, il ne démembre pas forcément et il réfléchit dans sa tête. Alors que là, au robot, on est obligé de réfléchir parce qu'en permanence, on est en duo avec un ingénieur, donc on réfléchit à haute voix, et chaque étape, eh bien, si vous voulez, et il y a un écho, c'est l'ingénieur, qui redit ce qu'on a donné comme ordre, etc. Et donc ça permet de participer à l'enseignement. Voyez. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand même les étudiants sachent opérer sans un robot, si au cas où le robot un jour tombe en panne ou... Alors depuis que je l'ai, j'ai eu 2 gags. Bon. Non mais il faut être honnête. J'ai eu deux gags, c'est-à-dire que 2 fois, malheureusement, il y a une fois, c'était pas le robot, c'était un circuit électrique qui a pété, donc j'ai pas pu me servir de robot, donc c'est sûr que les patients sont déçus. Mais bon, après on décale, ça arrive, c'est comme une machine. Mais il n'y a jamais eu de gag pendant l'intervention. C'est juste le robot il s'allume pas parce qu'il y avait une panne de batterie ou un truc comme ça, quoi. Donc après, oui, moi c'est vrai que je rebondis là-dessus. Oui.
Je pense que la prothèse de genou sur mesure, c'est pas forcément une technique qui est facile d'accès pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la prothèse classique. Faut avoir quelques années. Faut avoir un peu de bouteille parce qu'en fait tout est planifié à l'avance. Donc c'est à partir du moment où on voit le patient en consultation que déjà on sait, on se projette sur comment l'intervention va se passer et comment on va vouloir positionner la prothèse. Et ça, il faut en avoir fait quand même un certain volume. Moi, j'ai pu, pendant mon cursus, voir de la chirurgie naviguer, un peu de chirurgie robotisée, c'était les débuts. Et ça m'a aidé quand même à comprendre comment gérer un genou en 3 dimensions. Parce que si vous faites aveuglément confiance à l'ingénieur qui a conçu la prothèse, vous allez sortir de la route, quoi. Donc, voilà, il faut avoir une certaine expérience avant. Pour ça, le robot convient tout à fait au CHU pour la formation. Voilà. Ça, c'est clair. Là, je suis complètement d'accord avec Tanguy. C'est-à-dire que l'outil sur mesure dans les mains de Tanguy est un outil de valeur parce qu'il a une très grosse expérience de la prothèse de genou. Voilà. Je veux dire, il fait ça toute la journée. Mais vous donnez à un jeune chirurgien cet outil, je ne suis pas certain qu'il l'utilise aussi bien que Tanguy. Voilà. Alors que le robot, c'est quelque chose qui permet de lisser, on va dire, les disparités en termes de compétences. Et c'est quelque chose qui rassure, parce que le robot, il n'est jamais fatigué, si vous voulez. Oui. Il n'est jamais bourré, il n'est jamais fatigué, il est toujours à l'heure. Vous n'êtes pas bourré quand vous êtes bourré. Quand vous intervenez. Mais les patients, vous savez, nous disent, oh là là, c'est lundi, vous avez fait la fête tout le week-end. Je suis, bah non, je suis en pleine forme, rassurez-vous. Mais le robot, il est toujours concentré. Il est toujours très précis. Et c'est vrai que c'est le côté un peu rassurant. Et on n'est pas obligé d'être un chirurgien génial pour utiliser le robot. Voilà. D'accord. Alors tous les deux, c'est une question qui s'adresse à vous deux. Pensez-vous qu'une nouvelle technologie pourra à l'avenir remplacer la pose de prothèse du genou? Parce que c'est quand même, vous l'aviez dit, une intervention lourde et qui nécessite une anesthésie générale. Alors est-ce qu'on peut rêver à quelque chose de plus léger dans l'avenir? Moi, j'y crois pas trop. Quand on voit le nombre de poses de prothèse de genou qui est en train d'exploser en France, la prothèse de genou, si on la met, c'est parce que c'est le seul moyen. Il faut remplacer l'articulation. L'arthrose, les gens nous disent, mais il n'y a pas le médicament contre l'arthrose. Il n'y a pas que l'arthrose qui donne lieu à la mise en place d'une prothèse de genou. Il y a l'accident sportif. L'accident sportif, on a de plus en plus de jeunes qui font du sport, du foot, du machin, tout comme ça, et qui sont des ruptures du croisé. Les ruptures du croisé donnent à long terme de l'arthrose post-traumatique. Ça n'est pas une arthrose primitive en disant « Ah ben dans ma famille, on a tous de l'arthrose ». Non. Ensuite, on a les déformations d'axes des membres qui donnent lieu aussi à de l'arthrose. Donc, il y aura peut-être des traitements qui vont réduire, on va dire, les conséquences de l'arthrose, mais l'arthrose par elle-même, et notamment l'arthrose post-traumatique, ne fait qu'exploser. Et la troisième raison, c'est le surpoids. Il ne faut pas se voiler la face. Aux États-Unis, la prothèse de genou, c'est une intervention qui a explosé il y a une quinzaine d'années, liée à l'augmentation de l'obésité. Et en France, on voit bien qu'il y a un patient sur 2 à qui on met une prothèse de genou qui sont des patients en surpoids. Voilà. Donc tout ça fait que malheureusement, l'arthrose du genou, ça va continuer d'exister. Et celui qui... alors tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Alors après, sinon, on fera d'autres choses. Oui. La traumatologie, il y en aura toujours. Oui. Mais bon, il y a de multiples facteurs qui donnent lieu à la mise en place d'une prothèse de genou. Donc c'est pas prêt de disparaître, à mon avis. Et vous, Tanguy Mouton, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi c'est vrai que j'ai pas... je suis pas... Enfin, on entend parler des cellules souches, des choses comme ça. L'avenir nous dira si c'est quelque chose qui arrivera. Je ne suis personnellement pas extrêmement convaincu que c'est une piste qui se développera. Mais après, oui, je rejoins tout à fait les propos du professeur Philippot sur la lutte contre le surpoids et la sédentarité, quoi, qui sont des facteurs qui conduisent à l'arthrose du genou et à la pose d'une prothèse. Très bien. On va passer peut-être aux questions. J'imagine qu'il y en a plein. Oula. Oula. Moi? Nous deux? Dans la littérature, si vous voulez, moi je vous ai dit qu'avant de mettre une prothèse de genou, il y avait un bilan indispensable qu'on ne peut pas éviter. Le bilan cardiaque, le bilan dentaire, ça fait partie des recommandations. Les taux d'infection au niveau des prothèses de genoux,
il y a des taux nationaux qui sont environ, pour une prothèse de genou, de 1,5%. C'est-à-dire qu'il y a 1,5% des patients qui vont développer une infection précoce ou tardive après la mise en place d'une prothèse de genou. C'est des taux qui sont à peu près uniformes sur le bassin. C'est à peu près les taux que vous devez avoir. Alors, je touche du bois. Sur les 450, j'ai eu 0 infection précoce et 2 infections dans l'année qui ont suivi sur des plaies, des gens qui s'étaient blessés, qui ont fait une infection cutanée qui ensuite est remontée sur la prothèse. Donc, il a nécessité une intervention en urgence. Mais c'est vrai que je ne suis pas à l'abri non plus d'en avoir plus l'année prochaine. Ces technologies ne permettent pas de faire disparaître les infections. Ça reste une complication qui est inhérente à la mise en place d'une prothèse, et c'est des complications qui surviennent. Si vous voulez, c'est toujours grave de faire une infection. Il faut la prendre précocement en charge, il faut laver le genou, il faut voir si on peut laisser ou pas les implants en place et tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment une complication grave, et que nous, on essaye de plus en plus de sensibiliser les patients à ça. Le bilan dentaire, les lésions cutanées, etc. Et des patients parfois banalisent des panaries, des ongles incarnés, alors qu'ils sont porteurs de prothèses de genoux. Il ne faut pas. Voilà. Ça reste un implant qui peut se contaminer même 5-6 ans après la mise en place. C'est... Attendez, il y a quelqu'un qui a posé une question. C'était une question sur la durée de vie des implants. Alors, je vais vous répondre ce que je réponds aux patients. C'est comme les voitures qu'on met sur le marché. On espère qu'elles vont rouler le plus longtemps possible. En moyenne, enfin là, moi, je suis quand même régulièrement des patients qui ont été opérés par nos prédécesseurs, Dr Passot, Dr Fayard, des prothèses qui ont plus de 20 ans et qui présentent très peu d'usure. On est surpris que les prothèses de genoux, finalement, s'usent assez peu. Les principales problématiques de reprise, ça va être pour des problèmes de décèlement, donc une perte de fixation de l'implant sur l'os, ou des problèmes infectieux. Donc au final, moi je ne sais pas ce que tu dis, mais moi c'est vrai qu'en général, on espère, alors parce que les prothèses que je vous ai présentées, elles sont arrivées sur le marché en 2018, donc on a un recul depuis 2018, mais on espère avoir des durées de vie de plus de 20 ans. J'ai une question ici. Moi, j'ai une question sur la double opération des deux genoux en même temps. Comment ça se passe après l'opération? On peut se lever quand même parce qu'on ne peut pas prendre appui sur la jambe non opérée, quoi. Ah si, on peut prendre appui sur une prothèse de genou. Le lendemain de l'intervention, alors forcément, c'est plus compliqué, attention. Ça ne se propose pas à n'importe quel patient. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Alors, nous, on a débuté ça il y a 1 an, mais il y a des centres qui ne font quasiment que ça. Vous allez en Suisse, par exemple, quasiment toutes les prothèses de genoux, elles sont bilatérales. Parce qu'ils disent que la récupération est plus rapide derrière, etc. Mais pour tous les patients qui sont encore en activité professionnelle et tout ça, ça permet de réduire les durées de récupération, la durée d'indisponibilité professionnelle. Donc voilà, mais avant, il y a tout un bilan. Il ne faut pas qu'il y ait de problèmes cardiaques particuliers. Il faut que ce soit des patients qui soient capables de supporter cette chirurgie. Et puis, bien entendu, on les met debout le plus vite possible. Parce que sinon, après, ils développent des complications de décubitus, ils n'arrivent pas à uriner parce qu'ils sont allongés, ils font les embolies pulmonaires et tout ça. Donc non, au contraire, c'est des patients qu'on va encore plus stimuler pour qu'ils remarchent rapidement. Bonjour. On a beaucoup parlé du genou. Je ne sais pas si on peut aborder une autre articulation qui serait celle au niveau des orteils, des pieds, au niveau des métatarses qui ont donc de l'arthrose. Et qu'est-ce qu'actuellement on fait par rapport à ça? Je passe la parole. Vous savez, il y a des prothèses pour quasiment toutes les articulations du corps. Les patients souvent sont très surpris. Donc au niveau des articulations métatarsophalangiennes, il y a aussi de la prothèse. Alors pour le premier rayon, vous avez des prothèses. Alors à l'époque, on en mettait beaucoup, puis après on en a mis un peu moins parce que c'était des prothèses à base de silicone. Et là, depuis environ 5 ans, il y a de nouvelles prothèses un peu plus modernes qui sont sur le marché. Pareil, l'objectif, c'est de maintenir un peu de mobilité et en récupérant l'indolence. On peut l'avoir aussi sur les arthroses métatarsophalangiennes des rayons latéraux. Là aussi, pareil, on peut mettre des petites prothèses en silicone. Mais alors après,
Si vous voulez, il y a plein d'indications qui diffèrent en fonction de savoir si c'est des arthropathies dans un contexte inflammatoire, des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, des spondylarthropathies ankylosantes, des trucs comme ça, ou si c'est de l'arthropathie post-traumatique, ou si c'est de l'arthropathie parce qu'il y a un pied qui est déformé en amont avec un pied creux, etc. Donc c'est difficile de répondre comme ça, mais il existe des prothèses, même pour les doigts. Les chirurgiens de la main mettent plein de petites prothèses. Pour le pouce, pour la rhizarthrose, c'est une intervention extrêmement fréquente, où on met des prothèses. On met des prothèses pour tout, pour les chevilles, pour les épaules, pour les hanches, prothèses discales. Donc voilà. Mais pour le pied, il y a en effet aussi des prothèses pour les petites articulations. En ce qui concerne une pose de prothèse, quand vous parliez tout à l'heure de durée de vie, il est possible d'avoir plusieurs prothèses donc dans sa vie? Oui, tout à fait. Si on est amené à devoir réintervenir sur un genou, on a à notre disposition des prothèses dites de révision, donc avec des prothèses qui sont généralement un peu plus massives, qui ont des systèmes d'ancrage qui vont aller chercher un appui sur d'autres régions de l'os, un petit peu plus haut sur le fémur, un petit peu plus bas sur le tibia. Généralement, on a l'habitude de dire que les résultats des révisions de prothèses sont souvent un petit peu en deçà de la prothèse de première intention, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un âge limite auquel vous dites non, là, on ne pose plus de prothèse pour un patient? Ça dépend de l'état physiologique. Parce qu'on peut avoir des patients de plus de 90 ans qui physiologiquement sont parfaits, à qui moi j'en mets régulièrement, des patients de 90 ans, mais c'est des patientes qui tous les week-ends vont au dancing, qui récupèrent parfaitement bien. Alors qu'à côté de ça, on a parfois des patients de 60 ans qu'on n'a pas envie d'opérer. Tellement ils sont abîmés, tellement ils ont eu de pathologies, de comorbidités, des obésités majeures. Voilà, on y va à reculons. J'ai une autre question. Est-ce que le traitement par PRP qui a pour but, si j'ai bien compris, de prolonger de nous permettre d'attendre en fait la pose de prothèse du genou, est-ce qu'il y a un nombre de PRP en fait qui sont à limiter ou pour pouvoir attendre cette fameuse date? Alors, moi je vais être très clair, c'est-à-dire que ces infiltrations, c'est un bon moyen de retarder la mise en place de la prothèse. Moi, je suis toujours favorable à retarder la mise en place de la prothèse, surtout chez des gens qui ne sont pas forcément très âgés, en partant du principe, comme a dit Tanguy, qu'une prothèse, grosso modo, ça va durer environ 20 ans. Donc, si on peut attendre d'avoir dépassé les 60 ans pour la mettre, tant mieux. Les infiltrations, il faut les faire, mais il ne faut pas non plus partir en sucette au niveau des infiltrations. C'est-à-dire que quand les infiltrations marchent bien, c'est justifié de continuer à en faire. Après, les infiltrations, il ne faut quand même pas non plus banaliser le geste infiltratif. L'infiltration, c'est un geste qui potentiellement peut vous donner une infection. D'accord ? Comme tout geste agressif, c'est un geste agressif. Donc il ne doit être fait que s'il y a un vrai bénéfice derrière. Si vous avez un traitement infiltratif qui est efficace pour vous, il faut le continuer. Si ce traitement n'est pas efficace, il ne faut pas tenter d'abuser de tout cela. Oui, je pense vraiment qu'il faut arriver à épuiser le traitement dit médical, donc kiné, semelle, infiltration, enfin maintien d'une activité. Pour vraiment arriver, moi je passe mon temps à dire aux gens, il faut vraiment attendre d'avoir une qualité de vie détériorée pour se faire opérer d'une prothèse. C'est l'ultime recours, quoi. C'est l'ultime recours. Il faut vraiment que pour les patients, il y ait un gain significatif entre l'étape préopératoire et post-opératoire pour qu'ils en soient satisfaits, qu'ils soient satisfaits du résultat. Aujourd'hui, on parle des flexions, on parle de l'équilibrage, mais en fait, c'est la satisfaction des patients enfin, qui est notre principale préoccupation. Et la satisfaction est d'autant meilleure que les gens arrivent à l'opération en étant handicapés, limités dans leurs activités, pour qu'ils puissent les reprendre après. Et c'est pour ça tout l'enjeu de la consultation, c'est aussi de cibler qu'est-ce que les gens attendent de notre chirurgie pour qu'ils ne soient pas déçus du résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors attendez, on vous apporte le micro. Juste une petite, là, je vous entends parler plusieurs fois de la kiné. Est-ce que la kiné peut être efficace pour retarder l'opération?
ou c'est pour une autre raison? La kiné et le renforcement musculaire, c'est un des principaux facteurs qui vont permettre de retarder les symptômes de l'arthrose. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui va avoir une bonne masse musculaire, eh bien, si vous voulez, son articulation, elle va être bien vascularisée. Et ça a été prouvé qu'on a des patients avec des énormes arthroses, mais qui la tolèrent très très bien parce que c'est des patients actifs et musclés. La symptomatologie de l'arthrose, elle est précoce chez les gens qui ont un surpoids et qui ne font pas de sport. Ça, c'est très important. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que vous avez raison de faire du sport, de bouger, d'avoir une bonne masse musculaire, une bonne hygiène de vie. Ça vous permet non seulement de retarder l'évolution de l'arthrose, mais aussi de diminuer le ressenti que vous pourriez avoir de votre arthrose. Mais même si on souffre d'arthrose, est-ce qu'on arrive à faire du sport? Bien sûr. On est surpris. En fait, il n'y a pas de... On est souvent surpris de l'absence totale de corrélation entre l'aspect de la radio et les symptômes des gens. On voit des gens qui ont des genoux extrêmement déformés, qui marchent comme des cow-boys, mais qui sont encore capables de faire du ski, de faire du tennis. Ceux-là, il faut les laisser tranquilles, tant qu'ils ne sont pas limités. D'accord. Question. Et les traitements médicamenteux qu'on donne au long cours pour l'arthrose, est-ce qu'ils sont efficaces? Alors, si vous voulez, ça fait partie de l'arsenal. Là aussi, on a des patients qui répondent bien à des traitements de chondroïtine, etc. Dans ces cas-là, il faut les continuer. La plupart du temps, ce ne sont pas des traitements qui sont très onéreux. S'ils peuvent apporter un certain confort et réguler la symptomatologie arthrosique, pourquoi pas? Voilà, mais ça fait partie de l'arsenal. Comme a dit Tanguy, ralentir l'évolution de l'arthrose, on a tout un arsenal. On a les infiltrations, on a l'hygiène de vie, la perte de poids, les semelles, l'activité, si vous voulez. Et certains rhumatologues ou médecins rééducateurs prescrivent ce type de traitement. Moi, j'ai des patients qui le prennent, qui sentent un bénéfice. J'en ai qui me disent j'ai essayé. Voilà. Il faut l'essayer. Si ça marche, tant mieux. Encore quelques questions. Il nous reste 2 minutes. Alors, madame, et ensuite, si la réponse fait moins d'1 minute, on arrivera jusqu'à vous. Y a-t-il des sports qu'on ne peut plus faire avec des prothèses de genoux? Alors, je vais dire, moi, ce que je recommande. La reprise du ski est possible sous couvert d'un exosquelette. Moi, je préconise l'utilisation du système Mojo pour faire du ski. Ça me paraît indispensable. Tous les sports, on va dire, contact, basket, foot, sont pas recommandés. Très clairement, pas recommandés. La reprise des sports, elle dépend aussi de l'état physique avant la mise en place de la prothèse. Je pense que Tanguy dira pareil. Un type qui fait du sport à très haut niveau, à qui on met une prothèse de genou, bien entendu, il reprendra plus de choses que quelqu'un qui ne fait pas de sport depuis 10 ans. Voilà. Mais grosso modo, il n'y a pas énormément de contre-indications, sauf les sports contact. Là-dessus, moi, je suis totalement contre. Et après, oui, par rapport aux sports plus doux, type yoga, des choses comme ça, moi, quand même, la plupart du temps, les gens porteurs d'une prothèse ont des difficultés pour s'accroupir et s'agenouiller. Donc ça, il faut en être conscient. Pour les sports sur tapis, on va dire, le fait d'avoir une prothèse peut entraîner un inconfort pour le faire. Il y a des patients qui arrivent à le faire sans aucun problème, mais quand même, moi, dans mon retour, la plupart des gens ne se mettent pas à genoux. Parce que quelle que soit la technique utilisée, il y a une voie d'abord, et il y a toujours une petite zone avec une perte de sensibilité péricicatricielle. La plupart des patients s'en plaignent pas, mais ça peut parfois donner des petites sensations d'inconfort. Donc se mettre à genoux, ça peut nécessiter l'utilisation d'un coussin. Certains y arrivent sans difficulté. Et ces petites zones de perte où il y a la perte de sensibilité, parce qu'on est obligé, on coupe un petit nerf quand on va mettre la prothèse de genou, ben cette zone, parfois, ça peut faire des zones un peu neuropathiques, avec un peu d'électricité, des trucs comme ça. Donc se mettre à genoux devient impossible. Alors merci pour cette réponse. On peut vous remercier, hein, en tout cas pour cet apport technique que vous avez fait ce matin. Merci à vous. Malheureusement, madame, on n'aura pas le temps pour votre question, mais c'était la même question. Eh bien, écoutez, c'est parfait, tout le monde est content. Merci pour ces détails.